bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire qui est consacré à 50 activités pour les SVT collèges. On est très contente de vous avoir tous très nombreux aujourd'hui. Si on ne vous entend pas, c'est normal, c'est que vos micros sont coupés, mais vous pouvez utiliser le chat ou l'outil questions et réponses pour interagir avec nous pendant tout le webinaire, pour envoyer vos questions, vos partages, vos retours. Ces outils sont en bas de votre écran, donc si le bandeau n'apparaît pas en mettant la souris en bas de l'écran, normalement il apparaîtra et vous pourrez les utiliser. On va avoir un temps pour présenter l'ouvrage avec Samuel et avec Isabelle. Et puis ensuite, on aura un temps qui sera dédié à vos questions, à vos remarques. Voilà, donc on aura une petite 10-15 minutes pour vous répondre après la présentation. Alors, juste avant de laisser la parole à Samuel, donc je voulais dire que cet ouvrage, il a été fait avec 7 auteurs qui sont des profs de SVT, de physique, et il y a aussi une personne qui est technicienne en laboratoire. Donc, c'est très complet. C'est notamment elle qui a travaillé sur les fiches techniques. Et aussi, on est en compagnie de l'éditrice de l'ouvrage, donc Edith Gourbelet, qui travaille chez Belin Éducation. Et puis moi, je suis la community manager et c'est moi qui vais animer ce webinaire. Peut-être qu'on peut commencer, Samuel, si tu veux bien commencer par te présenter. Ça marche. Merci Caroline. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Samuel Rebulard. Je travaille à l'université Paris-Saclay. Je suis prof de SVT à l'origine. Mais aujourd'hui, je m'occupe de la préparation à l'agrégation externe voilà, de SVT à l'université Paris-Saclay et j'écris pour les éditions de Belin depuis un grand nombre d'années, plus, je sais pas, 13 ou 14 ans, je crois. Bah, merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'on passe tout de suite à la présentation de la typologie un peu des activités qu'il y a dans l'ouvrage? Je peux ajouter peut-être par rapport à ta présentation d'inspectrices qui ont contribué, qui ont rédigé elles-mêmes des activités et voilà, qui nous apportent un regard un petit peu différent. Très bien. Est-ce que je commence? Oui, on voit bien. Est-ce qu'on voit bien l'écran là? On partage. Moi, je le vois. Ok, super. Eh bien, allons-y. Très bien. Donc ce livre s'appelle 50 activités pour les SVT au collège. En fait, c'est un livre, comme vous l'a montré, Caroline, qui est assez conséquent, hein, plus de presque 400 pages. On va tout de suite passer au sommaire. On espère être rejoint par Isabelle, qui est une co-autrice et qui présentera également certaines parties. Donc, sur le sommaire, ce qu'on voit, c'est qu'on a classé les activités par grands thèmes classiques en SVT. Tous ces thèmes sont aujourd'hui dans les programmes en vigueur et en fait, ce sont des thèmes un peu patrimoniaux, on va dire, c'est-à-dire qui sont des grands classiques, hein, que ce soit l'érosion, la nutrition des plantes, les interactions en écologie, la biodiversité. Enfin voilà, il y a tout un tas de thématiques qu'on retrouve dans les programmes et on est assez convaincu que même s'il y a des changements de programme, ces activités resteront d'actualité dans tous les cas. D'autant que comme ah bah Isabelle nous a rejoint. Bonjour Isabelle. Bonjour. Moi, c'était bien. Ça a été compliqué. J'étais en train de présenter le sommaire, donc C'est très bien. t'as pas raté grand-chose. Et donc du coup, donc ces activités sont organisées par grandes thématiques. Et disons qu'il y a à la fois, à chaque fois, elles sont ancrées sur des notions du programme, mais selon les activités, on va pouvoir travailler sur ces notions elles-mêmes et en parallèle, on va pouvoir travailler également sur tout un tas de savoir-faire, hein, des capacités, réaliser un graphique, faire des hypothèses, la méthode expérimentale. Enfin, il y a vraiment énormément de choses qui vont pouvoir être travaillées derrière, que je vais détailler juste après. Et puis,
On s'était fixé comme cahier des charges au départ de fournir un cahier des charges, enfin un ensemble d'activités qui devait renouveler un petit peu les activités qu'on a l'habitude de faire ou la façon de les faire en classe, de proposer plein de nouvelles choses. Euh, L'idée, c'est de donner envie aux profs et aux élèves de manipuler, de donner confiance aux profs, de faire manipuler. On a vraiment souhaité faire des choses qui sont faciles à faire, qui ne demandent pas beaucoup de matériel. C'est soit du matériel que vous avez déjà en général dans les collèges, ou alors qui est vraiment du matériel qu'on peut récupérer ou acheter à très faible coût. Donc, d'une façon générale, ça ne demande pas d'investissements particuliers pour faire tout ça. C'est très adaptable, comme on va le voir dans les présentations d'activités qu'on va vous faire. Vous verrez qu'il y a une énorme liberté pédagogique qui est possible derrière, derrière ce que nous, on vous propose et on vous explique comment vous pouvez faire varier les choses. Et parmi cette variation, il y a que, évidemment, on est allé de la sixième à la troisième dans le corps en fait des activités qu'on vous a proposées, mais très souvent on s'est rendu compte, souvent en cours de rédaction ou a posteriori, que beaucoup de nos activités étaient réalisables au lycée et même en cycle 3 à l'école primaire, voire parfois pour certaines en cycle 2 hein, sur des thématiques qui touchent en fait les programmes de cycle 2 hein. Je pense notamment à ce qui touche aux cultures de plantes, aux élevages. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être utilisées dans plein de contextes relativement variés. Je propose qu'on passe à la page suivante. Donc, juste après le sommaire, on vous a réorganisé en fait les mêmes activités, mais cette fois-ci par typologie d'activités. Donc, il y a des activités qui sont plus des activités pratiques qu'on va faire en classe, hein, qui ressemblent à des choses que vous connaissez. L'idée, c'est en termes de modalités de travail, on va dire, l'idée, c'est qu'on va vous proposer des choses qui sont assez nouvelles et originales, soit dans leur approche, soit dans les thématiques. Franchement, on va voir quelques exemples juste après. Donc, vous voyez, hein, des cultures de plantes, des préparations microscopiques. On va avoir pas mal d'observations, des élevages, des manips plus techniques, hein, où on va utiliser des applications numériques, par exemple. On va construire des maquettes, des modèles, voilà. Donc ça, c'est la partie activité pratique. L'autre grand type d'activité, ça va être des sorties. Donc, vous voyez, il y a pas mal de sorties, hein. Chaque numéro, ça correspond à une activité, et chaque activité, c'est beaucoup de pages. C'est-à-dire que ce n'est pas des activités sur des doubles pages, hein. Beaucoup d'activités dépassent la dizaine de pages, voire 15 pages. Donc, elles sont toutes relativement complètes. Donc, il y a des activités pas mal dans la cour de récré, dans les forêts. On vous a aussi proposé des activités en bord de mer pour ceux qui ont la chance d'enseigner sur le littoral ou de participer à des classes de mer. Il y a une activité aussi dans un parc naturel régional. Ensuite, il y a une série d'activités qu'on va pas trop détailler. On a mis quelques diapositives, on pourra en parler éventuellement dans les questions, qui sont l'utilisation des applications numériques. Et vous voyez que elles sont assez nombreuses, hein. C'est soit des applications très classiques, on sort un petit peu des applications typiquement SVT, c'est-à-dire que on a pris des applications qui sont relativement classiques comme Google Earth, par exemple, ou Infoclimat, voilà, ou Géoportail. Et puis après, on a été sur des applications professionnelles ou semi-professionnelles comme Infoterre, Infogéol, ou plus pédagogiques comme Vertébré 3D, par exemple. Et puis, il y a plusieurs activités qui proposent des activités, des modalités relativement ludiques d'aborder les thématiques. Donc voilà, je vous décrirai un exemple tout à l'heure. L'idée, c'est de pouvoir faire des jeux. Alors la complexité des jeux, elle est extrêmement variable, hein. On va avoir des jeux très très simples à mettre en œuvre jusqu'à des escape games qui peuvent être et nécessiter plus de préparation et d'implication aussi de la part des élèves. On va passer à la diapositive suivante. Donc voilà un premier exemple d'activité pratique. L'idée, c'est de travailler sur les lombriques. Donc
Cette activité va nous servir un peu d'exemple pour vous présenter en gros comment sont structurées les activités. À chaque fois, ça commence par un paragraphe introductif qui montre à la fois l'importance du sujet, soit pour la société, soit dans les programmes, soit les deux évidemment, et puis également comment ça va pouvoir s'insérer dans les programmes et on commence on évoque, hein, les différentes, compétences qu'on va pouvoir travailler, donc à la fois sur les notions du programme et puis également les savoir-faire qui vont pouvoir être associés. Donc, quand ce sont des activités pratiques, on a systématiquement le matériel qui est listé, avec des commentaires sur le matériel. On va préciser comment on peut se procurer les choses qui sont un peu, particulières. Vous voyez ici, par exemple, pour les lombrics, on propose d'utiliser des grands bocaux en verre. Donc il y a toute une discussion sur comment choisir ces bocaux en fonction de pour s'assurer que les lombrics, finalement, l'élevage se déroule bien et qu'on puisse faire les observations comme on le souhaite. D'une façon systématique, toutes les manips qu'on vous présente, elles ont été réalisées par les auteurs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a tout expérimenté. Les photos d'ailleurs sont nos photos à nous. Et donc, sauf évidemment que les photos des manips, je parle parfois, on utilise des photos d'illustration pour d'autres choses, mais les photos des manips sont nos photos à nous. Donc ça veut dire qu'on s'est frotté un petit peu à la difficulté de ces manips. Et ça nous a permis aussi dans le texte. Je remercie vraiment les éditeurs d'ailleurs pour ça, Edith notamment, hein. C'est qu'en fait, ils nous ont pas bridé du tout sur le texte. On a pu faire les volumes que l'on voulait. Et donc, on peut vous donner pas mal de conseils sur les difficultés qu'on a rencontrées, les choix qu'on a dû faire, etc. Et donc, c'est relativement complet de ce point de vue-là. On va passer à la diapositive suivante. Donc voilà, là, typiquement, une discussion sur les types de bocaux qui vont être qui vont pouvoir être utilisés pour faire un élevage, hein, les avantages, les inconvénients. Voilà, c'est juste une illustration de ce que je viens de dire. Donc le matériel, les dispositifs, on vous montre concrètement, voilà, on vous tient, vraiment par la main pour ceux qui n'ont jamais voulu faire les choses pour que, en fait, vous vous sentiez en confiance, hein, que vous ayez envie de le faire. Isabelle nous en parlera parce que justement cette activité il se trouve que c'est moi qui l'ai rédigée, mais Isabelle l'a mise en œuvre quand elle l'a vue dans les épreuves. Elle a eu envie de le faire avec ses élèves, donc elle nous en parlera juste après. On peut passer à la diapositive suivante. Toujours la même chose, voilà, on montre les manips, on montre les résultats évidemment, comment on peut interpréter les résultats en l'occurrence. On peut continuer. Et je vais revenir juste sur celle d'avant. En l'occurrence là, et c'est souvent vrai, on va essayer de quantifier les choses. C'est-à-dire qu'on va donner des éléments qui vont permettre de quantifier. On va discuter en fait de la représentativité de ce qu'on quantifie et donc on va replacer l'élève au-delà du plaisir, là en l'occurrence pour les lombrics de faire un élevage, de voir l'activité des lombrics de façon, qualitative. Eh bien, on va également quantifier et faire de la science comme on pourrait de l'expérimentation, de l'observation dans une démarche scientifique, comme on pourrait le faire dans une démarche de recherche, par exemple. Et donc, ça va faire travailler tout un tas de compétences, hein. Là, par exemple, il y a une discussion sur l'échantillonnage et la représentativité des galeries que l'on observe par rapport au volume total du bocal. Donc voilà, on peut faire des petits calculs avec les élèves. D'une façon générale, hein, il y a beaucoup, beaucoup de fois où quand on avait besoin de notions mathématiques derrière, eh bien, on l'a utilisé, on s'est pas privé en fait de vous donner des clés pour faire du transdisciplinaire avec les élèves, de travailler sur, les objets mathématiques, ça va être extrêmement varié, hein. Ça va être là, c'est sur des calculs de volume et des choses comme ça, mais ça peut être aussi sur les graphiques, ça peut être sur la représentativité d'une moyenne, la variation qui est derrière une moyenne, qu'est-ce que c'est qu'un échantillonnage? Voilà, donc tout un tas de choses qu'on peut travailler, dès le collège et pour lequel, en fait, on va utiliser les prétextes des activités qu'on vous propose pour pouvoir travailler là-dessus. Et donc voilà, j'ai laissé la parole à Isabelle parce que ça, c'est elle qui l'a fait et pour le coup, tu l'as pas fait au collège. Non, Voilà. non, et en Et fait, ce sont mes élèves qui l'ont fait d'ailleurs.
ça m'est venu d'un coup. J'étais partie dans la pelouse de mon lycée parce qu'on faisait la biodiversité de la pelouse. Et puis, les élèves ont vu des petites turicules qui n'avaient pas la même couleur que la surface du sol. Alors, ils se sont demandé qu'est-ce que c'était. Et on voulait mettre en évidence que c'était bien le travail des vers. Donc, je leur ai fait construire ça. On est rentré en classe. Heureusement, j'ai du sable et de la terre toujours dans mes cours. Mais bref, ils ont fait ça. C'était dans des petits pots de crème. Vous savez, les pots de crème fraîche. Mais ça a été formidable. En une semaine, les résultats étaient probants et j'étais vraiment épatée du truc. J'étais très contente. Merci. Donc, tu as fait ça dans le cadre du programme de De seconde sur le seconde, sol. ouais, ouais. Ouais, sur le C'est ça, sol et sur la le sol, exactement. sol et biodiversité en même temps finalement. Ouais, Ouais, ok. exactement. Donc, il y a plein de manips que l'on peut faire comme ça en lycée de toute façon, enfin en collège ou en lycée, parce que les programmes sont assez, on va dire, redondants, puisque le spiralaire fait qu'on répète souvent les mêmes thèmes. En revanche, c'est la façon de les faire et la façon de les approcher auprès des élèves qui peut varier. C'est notre qualité pédagogique qui fait ça. Mais bon, bref, j'ai compté, il y a plus d'une vingtaine d'activités que je fais ou que je ferai cette année, que j'ai découvert que je ferai avec mes élèves de lycée. Par exemple, si tu passes la diapo suivante. Voilà, là il y a un truc qui a très très bien marché avec mes terminales quand on fait la bota. Eh bien, on fait une culture de plantes à la fenêtre. Ça permet de voir le développement des plantes beaucoup mieux que dans des petits pots et elles sont bien éclairées, elles ne risquent pas de péricliter sous le manque de lumière qu'on a dans les salles de classe. Bref, c'est des tas de petites manips qui On sont. peut peut-être préciser juste que ce sont des sacs plastiques transparents, hein, c'est Ouais, ça, c'est ça, genre c'est ça. sac de congélation, c'est ça, ou un truc comme ça? C'est Que, que- même des pochettes en plastique, tu sais, dans lesquelles tu mets les feuilles, Ah oui, les carrément, polis, d'accord. machin, Et que tu, ouais. et que tu colles directement sur la fenêtre avec du Ouais, scotch, voilà. Et du coup, tu vois et, vraiment la germination à hauteur des yeux, voilà. Et et les sur élèves un. vont les arroser, les regardent. Bon, c'est Ouais. vachement agréable. Puis c'est joli. Ouais, moi je vais la faire avec mes enfants. J'ai prévu ce week-end Ah, tiens, ça. de faire. Ouais. Euh, ok, donc voilà, toujours dans les activités pratiques, il y a pas mal de manips de modélisation. Alors là, par exemple, on choisit un pamplemousse sur lequel on décide de mettre les différentes caractéristiques d'un globe terrestre. Donc ça veut dire qu'il faut définir un pôle nord, un pôle sud. Là, en l'occurrence, on a représenté la France et le Japon, F et J, qu'on marque par des cure-dents. Et puis, ça permet de faire un petit modèle de globe terrestre. L'avantage de le construire soi-même, bah, c'est que pour l'élève, c'est cette histoire de pôle nord, pôle sud, équateur, elle est beaucoup plus claire que si elle était juste vue sur une iconographie, par exemple, ou même sur un globe réel, hein. Le fait de manipuler, ça les rend vraiment acteurs de leur apprentissage et ça leur paraît beaucoup plus évident. On va passer à la diapo suivante. Et donc là, bah, ça permet effectivement de faire notamment les, euh, les rythmes jour-nuit, voire le travail sur les saisons, si on change les positions par rapport au soleil. Une autre modélisation, là, c'est avec des gros Lego. En fait, on va représenter, on travaille sur le risque submersif, donc les inondations, notamment la submersion marine. Et l'eau qui peut remplir en fait l'intérieur de la maquette là, eh bien, on va essayer de la contrôler avec une digue. Donc, on travaille sur les digues. On peut évidemment rapprocher ça d'événements catastrophiques où il y a des submersions marines qui ont pu faire beaucoup de dégâts, voire des victimes. Et puis, on explique également comment on fait des polders, hein, que ce soit par exemple dans la baie du Mont-Saint-Michel ou aux Pays-Bas. On a des polders, c'est-à-dire des zones qui ont été gagnées sur la mer par la construction de digues. Et donc, on illustre ça ici avec la maquette. Il y a même, je crois, une petite vidéo qui est associée et qui permet de montrer effectivement qu'est-ce qui se passe quand on rajoute de l'eau. Voilà. Donc, deuxième grande typologie d'activités, les activités sorties. Donc, comme je vous le disais en introduction, on a pas mal de sorties forêt. Je vais te laisser la parole, Isabelle, pour présenter celle-ci. Oui, donc on a préparé pas mal de sorties sur la forêt. Il y a au moins 4 ou 5 activités qui concernent la forêt, donc qui peuvent être réalisées en même temps ou séparément, ça dépend de ce qu'on a envie d'expliquer.
Bref, cette activité, elle avait à la base pour but de faire travailler les élèves sur la notion de la gestion de la forêt, comment utiliser la forêt, les produits de la forêt, voir que c'est une ressource renouvelable, on peut en prendre soin. Les élèves devaient se mettre dans la peau d'un ingénieur forestier. Alors, quand on a pu, on a essayé de donner justement une approche métier à certaines des activités qu'on proposait. Donc là, les élèves vont donc se mettre à la place d'une personne des eaux et forêts. Et ils vont aller réaliser des mesures et réfléchir sur les traitements à faire sur une certaine parcelle qu'ils vont définir. Alors, comme dans une grande partie des travaux que l'on fait dehors, on a expliqué on a fait une petite explication pour l'enseignant pour faire des travaux préliminaires à ces sorties parce que il faut quand même être allé sur le terrain avant, avoir repéré les choses importantes, puis pas se perdre surtout. Et donc, on donne quelques conseils justement pour préparer cette sortie. Dans un... Qu'est-ce qu'il y avait? Oui. Ah oui. Donc oui, il y a un autre gros travail qu'on a proposé, ce sont des ressources. Par exemple, ici, les élèves vont avoir à disposition un grand tableau qui reprend les principales essences de bois que l'on peut trouver dans nos régions. Donc, c'est pas exhaustif. Il faudra, si vous êtes en Méditerranée, rajouter certainement certaines essences. Et donc, associé à cette... tiens, si tu peux zoomer, il y a la diapo suivante. Hop, voilà, pour chaque espèce, on a mis les particularités du bois, parce qu'on peut retrouver du bois en forêt, et aussi ce que l'on en fait. J'ai souhaité faire ça sur le bois parce que quand on n'a pas la chance d'être à une saison où il y a des feuilles, par exemple, eh bien au moins, il reste quelque chose à étudier dans la forêt, c'est les troncs. Bref, il y a pas mal d'activités à faire direct. Donc, tu passes à la suite là? Voilà. Et donc, l'élève va faire un périmètre, il va délimiter un périmètre de 10 mètres par côté. Et à l'intérieur de ces 10 mètres, il doit relever les différentes plantes, voir leur taille, essayer de faire des mesures du diamètre du tronc ou de la hauteur de l'arbre. Et après, donc, vas-y, passe. À la suite. Et à partir de ça, et quelques calculs de retour en classe, eh bien, il peut évaluer la quantité de bois qu'il pourra utiliser pour faire des meubles ou pour faire du papier ou pour faire tout un tas de choses comme ça. Voilà. Et toi, toi, tu vas proposer d'autres Voilà, activités. donc voilà d'autres exemples d'activités en forêt. Ici, c'est un classique de l'écologie qui est le passage de la mauvaise saison chez les végétaux. On part du côté un peu spectaculaire de ces sous-bois fleuris qu'on observe pendant juste une très courte période de temps de 2 ou 3 semaines au printemps. Et l'idée, c'est d'essayer de faire réfléchir les élèves, hein, sur comment les plantes qui sont là, finalement, passent l'ensemble, enfin, ou qu'est-ce qu'elles deviennent finalement quand elles disparaissent à partir de l'été, on ne les voit plus du tout et donc qu'est-ce qu'elles deviennent et comment finalement elles réalisent leur cycle de vie. Et puis, on peut poser aussi la question de savoir pourquoi elles fleurissent à cette période-là et pas à un autre moment. Donc on discute un petit peu de tout ça à partir des exemples de terrain. Évidemment, c'est aussi l'occasion de travailler sur les organes de réserve avec leur diversité. On peut faire des collectes sur le terrain. On donne des conseils pour choisir les forêts, on donne des conseils aussi sur les précautions les éventuelles précautions à prendre pour travailler le sol, les outils. Enfin voilà, tout ça est précisé. Et puis, on peut passer à la diapo suivante. On donne aussi une autre sortie là, qui est inspirée en fait d'une sortie qu'on fait de façon récurrente avec Marc-André Sellos sur l'écologie des champignons. Et donc là, je l'ai adapté au niveau collège. Alors contrairement à ce qu'on imagine, on peut parler de champignons sans rien connaître aux champignons. En tous les cas, sans rien connaître à l'identification des champignons. C'est-à-dire que l'écologie des champignons, elle se déduit en fait des observations de terrain. Et même si on n'est pas capable de donner le nom, en fait, on peut, en fait, raconter énormément de choses entre les champignons qui vont, effectivement, décomposer la litière, ou le bois mort. Là, on voit bien les exudats
Exuda, par exemple, hein, à droite, qui sont ces productions enzymatiques que les champignons utilisent pour dégrader la matière organique à l'extérieur finalement de leur organisme, qui sont remplis d'antibiotiques pour éviter la compétition avec les bactéries voisines et puis qui vont réabsorber derrière. Donc on peut passer à la diapo suivante. Voilà, donc d'autres observations, là, cette fois-ci sur le bois mort avec on discute un peu de la diversité des pourritures qu'on peut rencontrer, sur le bois mort. On fait constater aux élèves, hein, le fait que le bois mort finalement c'est beaucoup plus léger, c'est friable, c'est spongieux et que donc il s'est forcément, passé quelque chose, même si on voit pas les champignons. En fait, en réalité, tous ces filaments mycéliens, ils sont présents et ils ont déjà complètement transformé le bois et ils l'ont respiré en partie. C'est parce que le carbone est parti que ce bois est si léger. On discute évidemment des champignons qui provoquent les maladies, là, sur les feuilles, en l'occurrence. On peut passer à la suivante. Et puis on propose, dans pas mal d'activités, en fait, des documents qui peuvent servir pour le travail avec les élèves. Donc là, on a un document de synthèse sur la sortie écologie des champignons, où on montre les différents types d'interactions des champignons avec les plantes vivantes ou mortes. Et ils ont un petit tableau, ils doivent faire des correspondances. Ces documents sont téléchargeables et imprimables directement. Donc l'activité, elle est préparée évidemment. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas tout un travail de préparation, notamment dans le repérage, hein, mais là aussi, on donne des conseils pour vous aider à faire ça. Alors, il y a quelques exemples effectivement de sorties qui, elles, sont sur l'estran, donc sur le littoral. Donc ici, c'est on propose un travail de classification des gastéropodes. En fait, on a 3 critères à regarder sur les coquilles de coquillages. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller en bord de mer, vous pouvez vous aussi quand vous allez, seul ou en famille au bord de la mer, vous pouvez ramasser des coquillages et les ramener en classe et faire l'activité. On peut aussi faire l'activité à partir de photos et même si c'est évidemment moins intéressant. Mais, là, on a fait comme si on allait sur la plage avec les élèves et on mime en fait toutes les étapes. C'est-à-dire qu'on récupère les coquillages, on apprend à les commenter. Là, on voit le canal siphonal sur les coquilles de ces buccins et de ces pourpres. Et puis, on peut passer à la diapo suivante. Et puis on fait un classement en groupe emboîté, hein, juste, avec, 3 critères relativement faciles à observer. Alors, il y a aussi des manips, là, en l'occurrence, c'est, un suivi de phénologie, c'est-à-dire qu'on met des petites ficelles sur des branches d'arbres et puis, ça permet de les retrouver dans l'arbre et puis de les prendre en photo à des dates, qui sont notées là sur les photos. Donc vous voyez 28 septembre, 3 novembre et puis on voit comment ça évolue. On voit la chute des feuilles en hiver, comment les bourgeons reforment des nouveaux rameaux, là au mois de juin. Là, on voit que les bourgeons qui sont mentionnés par les flèches, voilà et l'idée, c'est de le faire avec, des espèces, des arbres, en fait, des individus qu'on va trouver, dans l'environnement quotidien des élèves. Donc ça peut être dans la cour d'école s'il y en a, ça peut être sur le chemin pour rentrer à la maison, ça peut être, dans le parc de leur résidence ou de leur jardin, enfin peu importe, ou le jardin public de la ville où vous êtes, tout est possible tant que les branches sont accessibles. Donc là, pareil, on donne des conseils sur le choix. L'idée, c'est qu'effectivement, on va pouvoir travailler sur quelque chose qui est assez peu sensible, parce que les échelles de temps sont pas les nôtres, c'est-à-dire, c'est comment finalement les plantes et en particulier les arbres, au fur et à mesure des saisons vont se modifier. Comprendre finalement ce que sont les cicatrices laissées par les feuilles, ce que sont les cicatrices laissées par les bourgeons terminaux, cicatrices annulaires qui permettent de dater après les bourgeons et donc du coup, on va travailler à la fois, là encore, sur le cycle de vie, sur le passage des saisons et tout ça avec des objets relativement quotidiens et puis en plus les élèves sont contents d'utiliser leur smartphone pour le boulot, scolaire. 3e catégorie, donc c'était on avait vu donc les activités pratiques au début, on a vu les activités plutôt sorties et là maintenant on va voir, un exemple d'activité jeu. Donc ça se base sur un phénomène classique que vous connaissez peut-être, qui est, cette sécheresse de 1977, dans les îles Galapagos où en gros, il y a tout un tas, il y avait en fait un groupe de géospies, hein, des pinsons de Galapagos, et à l'intérieur, certains avaient des becs un peu plus petits, et d'autres un peu plus grands. C'était la même espèce, mais suite à la sécheresse, en réalité, toutes les graines tendres
ont disparu ou en tous les cas, il y en avait beaucoup, beaucoup moins, ce qui fait qu'il y a une énorme mortalité chez les oiseaux qui avaient spécifiquement les becs les plus petits parce qu'en fait, ils n'ont pas pu avoir de bec assez fort pour se nourrir des grosses graines et donc l'idée, c'est de modéliser ça avec un jeu. Donc vous avez ici, un dispositif relativement simple. On a des pois chiches qui représentent les grosses graines, on a des lentilles qui représentent les petites graines et puis 2 outils qui représentent les 2 becs. Donc la petite pince, Bruxelles qui va représenter finalement le bec tendre et puis pardon, le bec fort et puis la sonde cannelée qui va représenter le bec petit, le bec léger. Et en fait, on va dire aux élèves: «Bah, voilà, vous avez 10 secondes et vous ramassez autant de lentilles que vous voulez». Soit avec la sonde cannelée, soit avec la pince et on voit qu'en fait, avec la sonde cannelée, on va beaucoup plus vite qu'avec la pince quand ce sont des lentilles et là, on rajoute un changement de l'environnement. Le changement de l'environnement fait qu'en fait, il y a plus de lentilles disponibles et on a quasiment que des pois chiches qui vont être disponibles et cette fois-ci, quand on est équipé d'une sonde cannelée et ben, on s'en sort pas très bien alors que quand on est équipé d'une pince Bruxelles, eh bien, c'est extrêmement efficace. Donc dans les 3 photos, à chaque fois, c'est un temps de 8 secondes, hein. Il reste 2 secondes, sur le chrono. On était parti de 10 et donc bah, on montre comme ça que finalement, ce qu'on appelle l'adaptation, en réalité, c'est relatif. Cette adaptation, elle est, bien adaptée à l'environnement et on arrive à le faire sentir aux élèves, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une adaptation qui est plus pertinente que l'autre. Tout dépend des conditions environnementales. Et de ce point de vue-là, je trouve cette activité relativement efficace. Ben, ça tombe bien que tu aies parlé de cette activité parce que je vais la faire la semaine prochaine avec mes terminales. Ben, je viens d'aller acheter des pois chiches et je pense que c'est vraiment très bien parce que dans ce genre de manip où c'est plutôt des documents qu'on a dans les bouquins, ben là au moins les élèves ils peuvent travailler, ils peuvent agir et je pense qu'ils comprennent mieux de toute façon quand ils ont fait concrètement quelque chose. Ça permet de développer une autre intelligence et de valoriser leurs compétences qui ne sont pas forcément toujours livresques. Et donc, on a quand même beaucoup de jeux là-dessus. Je sais pas, tu veux parler de celui-là? C'est quoi? L'esca Je sais pas, L'escape game. je pensais que c'était toi plutôt, mais comme tu veux, hein, Alors, si tu veux, j'en parle. bah, c'est vraiment bien aussi parce que c'est pas dans mes pratiques et j'ai découvert un peu la procédure pour pouvoir faire un escape game sur la vaccination. J'ai trouvé ça formidable aussi. Ça. Qu'est-ce qu'on a fait un beau travail quand même. Mais c'est Je vraiment très je sympa. oui, Bah, en l'occurrence, on envoie des fleurs aux collègues qui ont fait ces voilà. activités, hein, parce qu'on les a pas fait nous-mêmes, mais ouais. Non, non, mais donc les escape games, c'est vachement bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi, tiens, montre les pages suivantes. Ouais, là, il y a d'autres jeux Ouais, avec celle-là, ouais, je vas-y, peux vas-y, présenter un peu celle-là vas-y, si tu veux. présente. Celle-là, elle est intéressante, c'est pour illustrer le brassage interchromosomique. En fait, on a Mm. des jeux de cartes, donc on imagine des parents, donc une mère dont les cartes sont rouges et un père dont les cartes sont noires. Et puis, en fait, on va proposer des consignes pour apparier les paires. On peut regarder la diapo suivante. Et donc, on va réaliser des mini cariotypes de 2 paires de chromosomes, une paire d'autosomes et une paire de chromosomes sexuels. Et après, bah, ces couples, donc là, on voit la colonne, les 4 cartes de la colonne de gauche, ce sont les femmes et puis les 4 cartes de la colonne de droite, ce sont les hommes et en fonction de comment les couples s'apparient, et bien, en fait, on se rend compte que même à l'intérieur de chaque couple, en réalité, le fait de prendre une carte dans la paire de chromosomes qui correspond à un chromosome de la paire, pour faire les gamètes, eh bien, ça va contribuer à faire de la diversité à partir des mêmes parents finalement. Et donc on a vraiment une belle illustration de comment on génère de la diversité, génétique, alors même que là, on n'a pas du tout parlé de gènes ou d'allèles à ce stade-là. Et je crois que dans la manip, oui, c'est précisé ici, voilà, dans la manip, en fait, on propose, si on le souhaite, de rajouter la notion de gène. Là, en l'occurrence, c'est le daltonisme et on va juste mettre un pion supplémentaire, donc pion noir ou pion blanc, selon l'allèle porté par le chromosome. Voilà. Et puis, il y a aussi des jeux de plateau.
Ouais, il y a aussi des jeux de plateau. Là, en Ouais. l'occurrence, c'est modéliser une épidémie. Donc ça, c'était une activité qui avait été développée au moment du Covid, en l'occurrence, et qui permettait effectivement de représenter comment se propage finalement un virus dans une population, et de proposer des modèles pour faire ça. Voilà, on a fait à peu près le tour de la présentation initiale, donc on peut répondre à quelques questions si vous avez envie. Sinon, on a préparé aussi quelques diapositives sur quelques compléments du livre qui sont en plus de ces activités principales. En fait, c'était trois grandes catégories d'activités, on va dire. Est-ce Oui, qu'il y a- merci beaucoup Samuel, pardon, et Isabelle. Peut-être que on peut attendre de voir un petit peu si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez envoyer sur l'outil de discussion et l'outil questions et réponses. Sinon, effectivement, on vous montrera encore d'autres choses, d'autres ressources qui peuvent vous servir. Et Donc, peut-être n'hésitez pas. juste, pardon Caroline, du coup pour en attendant les questions éventuelles, juste revenir. Donc moi j'ai participé à l'aventure de ce livre en l'éditant. Et du coup, dans les points de ce que vous avez présenté, Samuel et Isabelle, ce qui me paraissait vraiment intéressant, c'était donc dans toutes les sorties que vous avez présentées et qui ont été à chaque fois un énorme travail de rédaction pour vous et les autres auteurs qui se sont mis dans cet exercice, c'était que vraiment, à chaque fois, c'était une méthodologie à l'usage des profs pour que ce soit transposable à vraiment tous les terrains. Donc, vous l'avez dit, il y a des conseils pratiques et peut-être que vous allez le développer dans la partie un peu des fiches techniques qui à chaque fois, soit sous forme de complément numérique, soit dans la deuxième partie du livre, qui accompagnent. Mais moi, ma grande peur en étant pas spécialiste, je me serais censurée pour faire voilà ce genre d'activité en me disant mais moi je suis pas expert en botanique, je suis pas experte en gastéropodes, est-ce que je peux quand même faire cette sortie? Et du coup, ce livre est quand même assez riche de conseils, de critères d'identification simples pour voilà on peut s'arrêter aux familles, mais déjà pas forcément aller jusqu'au nom de l'espèce, mais donc ça Oui, j'ai trouvé que c'était et assez riche. il y a plein d'observations qui se font sans connaître les noms d'espèces, hein, ou alors, enfin, oui, ou alors c'est des espèces très faciles à reconnaître et avec un critère ou deux, on peut les reconnaître, mais en fait, il y a plein de choses variées. Effectivement, tu as raison d'insister. Ce qu'on raconte sur les sorties, c'est pas du tout lié à un contexte spécifique. On donne toujours les clés pour pouvoir l'appliquer dans plein de contextes différents. Et effectivement, et ça, c'est vrai pas que pour les activités sorties, c'est vrai pour toutes les activités. On a souhaité que les profs puissent exprimer leur liberté pédagogique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on donne suffisamment de clés pour que ça soit adaptable. Soit vous voulez le faire, vous avez très peu de temps, vous avez juste une séance, et vous êtes en classe entière et donc il faut un truc qui soit, efficace, très simple à mettre en place. Chaque fois, vous avez pas besoin de technicien, on sait qu'il y en a pas dans les collèges, donc voilà, il y a c'est des choses que vous pouvez mettre en place vous-même. Et voilà, et puis parfois, ça peut être quelque chose sur lequel vous avez envie d'insister et de faire peut-être un truc récurrent sur l'année, le suivi, je sais pas, je sais pas, les élevages de lombrics, ça se suit sur plusieurs semaines, ou les cultures ou certaines cultures ou autres élevages, ça c'est pareil, ça peut être sur plusieurs semaines, sans forcément que ça prenne une séance à chaque fois, hein, et donc en fonction du temps dont vous disposez et de la façon dont vous voulez mettre cette activité, dans votre progression et savoir si vous voulez lui accorder beaucoup d'importance ou pas, en fait, normalement, on vous a donné toujours les clés pour pouvoir adapter selon le contexte dans lequel vous vous trouvez. Et donc l'idée, c'est en fait, quand on a réfléchi, en amont à la rédaction de ce livre, donc il y a un peu plus d'un an et demi, hem on était parti là-dessus, c'est-à-dire vraiment cette idée qu'il fallait que ce soit, extrêmement adaptable, que ça donne envie, aux profs et aux élèves de faire des manips et surtout que ça soit cohérent avec les contextes, d'enseignement dont vous disposez et on sait que le nombre d'heures, les classes, qui peuvent pas se dédoubler, l'absence de techniciens, tout ça, ce sont des freins qui sont régulièrement, évoqués, par les profs
pour faire qui sont clairement des obstacles et des difficultés pour faire des manips. Et donc, on pense avoir répondu à ça. C'est-à-dire que nous, on considère que le contact avec le réel, sous toutes ses formes, reste une priorité de notre discipline. Et donc, ce qu'on voulait, c'était vous aider, vous donner des idées, des conseils pour vous donner envie de faire ça. Et bah, notamment, et je rebondis sur une des activités d'Isabelle, je trouve qui illustre bien ça, c'était Isabelle, tu as proposé, il y a 3 activités qui proposent des dissections de criquets pour observer différents appareils, la locomotion, l'appareil digestif, etc. Et ça, on a vraiment essayé de faire en sorte que ça puisse être un peu des activités à tiroir pour les enseignants. Puisque, voilà, tu l'avais dit aussi tout à l'heure, Samuel, il y a vraiment cette idée que si on a le temps de faire une séance complète, une belle dissection avec, des conditions parfaites, une demi-classe, tout va bien. Mais, si évidemment la réalité rattrape et qu'on est en classe entière, qu'on a moins de temps, bah, toute ta manip, toi d'Isabelle, puisque à chaque fois c'est testé sur le terrain avec les élèves, avec du matériel de collège, tu as pris en photo, les photos sont téléchargeables, donc on peut très bien afficher au vidéoprojecteur, mettre au tableau les photos que tu as prises pour observer un point particulier et du coup peut-être même pas réaliser complètement la dissection ou imaginer que Mm. le prof fait la dissection mais pas les élèves. Enfin, en tout cas, voilà. À chaque fois, tout est modulable en fonction de la réalité du terrain, ce qui est quand même, qui était un des points cruciaux du livre. Ouais, Absolument. c'est un point fort important. Il y a une personne qui nous demande comment est-ce que vous débutez la modélisation sur le climat ou sur l'adaptation des oiseaux. Est-ce que vous commencez par problématiser ou est-ce que la modélisation, elle vous permet plutôt de constater le phénomène? Alors, il y a des commentaires dans les activités sur comment on insère ça dans la séance et comment on peut structurer la séance. Donc, sur l'adaptation des oiseaux, en particulier, je me rappelle plus dans le détail les conseils qui sont donnés, mais en tous les cas, ce qui est clair, c'est que ça peut être soit au départ pour sensibiliser les élèves au sujet, ou alors on fait la petite présentation en montrant, le contexte des pinsons de Darwin, dans la sécheresse de 77. Et puis derrière, plutôt, on va, montrer finalement que, bah, le fait d'avoir un bec d'une façon ou d'une autre, ça donne un avantage, sélectif, aux pinsons selon le contexte et selon le contexte environnemental. Et en fait, sur les sorties, par exemple, eh bien, on explicite, alors ça dépend des sorties et ça dépend de comment c'est rédigé, mais d'une façon générale, on va expliciter clairement, bah, à ce moment-là, on est plutôt en magistral et en groupe entier, on fait asseoir les élèves par terre, ils prennent des notes, ou à tel endroit, on les met par petits groupes, c'est eux qui cherchent dans le sol, etc. Ensuite, on fait de la mise en commun et puis on discute et puis on évacue ce qu'ils ont trouvé qui n'ont pas de rapport avec le sujet. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de montrer, une progression, enfin une pratique de classe dans lequel l'activité peut s'insérer. Et si je peux compléter ta réponse aussi, donc c'est vraiment au début de chaque activité, il y a les intentions pédagogiques donc qui correspondent à ce que tu dis. Et parfois, c'est précisé s'il y a des prérequis pour l'activité, s'il y a vraiment Ouais. une notion qui est vraiment indispensable pour insérer l'activité le mieux possible dans votre progression. Donc ça a été aussi bien réfléchi. Et quand il y a des documents d'accroche qui peuvent être suggérés, par manque de place, on est donc sur un livre de 368 pages au final, c'est quand même une, une grosse proposition d'activité. Et quand il y avait des documents qui nous semblaient assez classiques, par exemple sur des plantes, sur des choses que vous allez trouver de façon pas très difficile dans des manuels scolaires, par exemple, on l'a suggéré. On a dit là, on conseille de peut-être en document d'accroche d'utiliser telle image. On l'a pas forcément remis parce que ça nous paraissait pas être très original, on va dire, dans le contexte de ce livre. Le but, c'était pas de faire une redite d'un manuel scolaire, mais voilà, on a à chaque fois des suggestions de documents d'accroche que vous pouvez utiliser, ou bien on a proposé carrément des documents de corpus documentaire qu'on a mis parce que là, on trouvait que c'était des documents originaux. On a aussi à plusieurs, reprises, hein, des propositions de prolongement, soit de lecture, en ligne ou de livres qui permettent, aux profs qui s'intéressent au sujet et qui ont envie d'approfondir, de faire une séance un peu plus, conséquente, d'aller faire de l'auto-formation ou d'aller chercher des éléments complémentaires s'ils le souhaitent. Ouais, donc c'est modulable selon le temps dont vous disposez et quand vous voulez aller loin dans le travail sur
exactement. Moment de l'année, il y a peut-être des moments de l'année où ça se prête à quelque chose d'approfondi, des moments où vous avez moins de temps. Vous pouvez vraiment adapter selon votre situation et votre classe. Tout à fait. Et si je vois pas d'autres questions en ligne, tu me diras, Caroline, si j'ai loupé, mais est-ce que vous pouvez nous montrer rapidement si vous avez une diapo là sur justement la partie 2 pour un peu aider la préparation et parce que je pense que c'est aussi un point un peu Ouais, alors j'avais mis quelques Mm. exemples d'applications Ouais. numériques là pour illustrer. Donc, il y a une activité qui consiste à comparer avec remonterletemps.fr, qui est une application de l'IGN. Ça permet de travailler sur l'occupation des sols, l'urbanisation, l'artificialisation des sols, la réduction des haies, l'augmentation. Voilà, on propose différentes activités avec ce même outil qui est remonter le temps et on compare des photos. Et si on peut passer, je ne sais pas si j'ai mis une deuxième diapo, non, on va rester sur la diapo d'avant. Et en fait, on fait des quantifications, c'est-à-dire avec l'outil, on peut mesurer des surfaces, on peut mesurer des longueurs. Et donc, l'idée, c'est là encore derrière, là en l'occurrence, on voit un village qui s'est étendu sur sa campagne périphérique vers le nord. Eh bien, on va quantifier ça et on constate qu'en fait, en 50 ans, eh bien, finalement, le village, il a été multiplié par 5 en surface. Une autre application, c'est Vertébré 3D qui permet, grâce à des modèles 3D d'individus réels, c'est-à-dire ce sont vraiment des squelettes qui sont au Muséum national d'histoire naturelle, qui ont été numérisés en 3D et sur lesquels on peut faire plein de manipulations. On peut sélectionner juste un os ou un membre, etc. Et ça permet de faire des comparaisons donc, sur des sujets classiques, là, comme le membre chiridien, par exemple, ou l'adaptation au vol, etc. Celui-ci sur Google Earth, peut-être que c'est toi, Isabelle, tu veux le C'est présenter? moi qui l'ai fait, oui. Bah, Ouais. c'est une utilisation très simple de Google Earth qui permet là aussi de faire des mesures, de regarder le recul des falaises, de voir les éboulis qui sont assez fréquents. Là, c'est pris en Normandie. Donc, c'est une utilisation très simple de cet outil avec lequel on peut faire beaucoup de choses. Puisqu'il n'y avait pas un autre aussi. Il y a peut-être un deuxième après, je crois. Ouais. Ah oui, non, c'était autre chose. C'était aussi, on a fait des propositions d'activités avec Audacity, avec des capteurs piezo et des manifestations sismiques. Oui, oui, Vertebrae 3D, toutes les Mm. applications sont gratuites, hein. Ouais, elles sont gratuites en ligne, tout à fait. C'est pour ça que c'est Donc bien. là, c'était Audacity, ouais, c'était ça, c'est Ouais. simulation des ondes sismiques. Ouais. Peut-être qu'on peut juste préciser Audacity s'il y a des personnes qui connaissent pas. C'est un logiciel pour le son, c'est ça? Pour le traitement du son, Oui, que l'on mais qui est utilise libre pour. de droit, hein. Ouais, tout à fait. Et qui est relativement facile d'utilisation. Voilà, donc vous avez des accès normalement faciles à tous ces prolongements et qui sont pas du tout coûteux. Oui, puis même pour, si je peux me permettre de compléter, Isabelle, tu proposes aussi pour cette activité une fabrication de capteurs maison pour les capteurs Ah oui, piézo, ce qui permet aussi de ouais. ne pas investir trop cher dans des capteurs piézo, puisque tu as réussi à limiter les coûts de l'activité aussi en faisant quelques soudures, si je me souviens bien. Et on a un collègue de physique-chimie dans l'équipe qui a également proposé je sais pas si on a mis une Je crois diapositive qu'on avait juste une après. fiche Ouais, aussi. on l'avait mis? Celle Non, on l'a pas bon, mis. c'est C'était celle sur le, d'après. Mm. c'est celle d'après? C'est sur Bon, le je crois tri que je l'ai des, vu. Ouais. c'est sur le tri des, l'idée c'est d'utiliser une intelligence artificielle qu'on programme avec le logiciel Learning Machine de Google et qui apprend à reconnaître en fait les matériaux pour faire du tri de déchets. Donc on lui apprend à reconnaître du métal, du papier, du plastique. Donc c'est voilà, c'est une manip relativement originale et puis surtout c'est un premier contact avec l'IA pour des élèves de collège qui est assez chouette. On peut passer donc à la partie 2 juste après. Ouais. Donc la partie 2 du livre, en fait, ce sont des fiches pratiques et techniques en réalité qui sont souvent en rapport avec les activités, enfin qui sont en rapport avec les activités elles-mêmes. C'est-à-dire que
chacune de ces fiches, en fait, va servir pour réaliser une ou plusieurs activités. Donc là, vous voyez, il y en a par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, bah, il y a, prélever des lombrics dans l'environnement. Donc, voilà, on donne différentes méthodes qui permettent de prélever des lombrics dans l'environnement, comment on peut les conserver, les transporter, les faire sortir, etc. On va avoir, donc voilà, prélever des lombrics dans l'environnement, donc on explique un petit peu, élever des daphnies, élever des criquets, donc on détaille les modalités pour ces élevages très simples, mais qui permettent quand même d'avoir, de la vie dans la classe et puis, d'intéresser les élèves. Hem, Ça tu peux commenter sur les fiches techniques, Isabelle, parce que c'est ta partie? Que ce soit là pour les différents capteurs, pour faire on a proposé aussi des méthodes pour faire des aquariums pour montrer différentes. C'était les digues aussi, je crois. C'était les barrages. Les barrages, oui, il y avait bien une histoire de digues. Et puis des matériaux que l'on peut faire facilement en pleine campagne. Donc, on vous a fait des petites fiches qui sont téléchargeables, qui vous expliquent les protocoles et les méthodes de réalisation. On a été aidé par c'est un collègue de physique qui a travaillé avec nous, qui a proposé différents petits capteurs aussi, c'est ça? Ouais, ouais, c'est Ouais. ça. Et le point que tu dis est important. Là, la partie 2 est pas la plus épaisse du livre. Mm. C'est un peu au sens où on présente les points importants dans cette partie 2, mais à chaque fois, tout ce qui est détaillé est accessible par QR code, téléchargeable, ce qui permet aussi d'avoir, de télécharger, par exemple, je pense que vous allez en parler après, des fiches d'identification et Ouais, juste après. de Ouais, les plastifier, de les emmener sur le terrain, de les donner aux élèves ou de les adapter en fonction de son propre terrain, bien sûr. Mais exactement. c'est vraiment Donc, important. bah, on peut passer, voilà, bah, par exemple, donc il y a toute une série de fiches d'identification. Dans le livre lui-même, il n'y a pas énormément de fiches. Par contre, en ligne, vous en avez beaucoup plus qui sont effectivement téléchargeables, imprimables. Et puisque c'est comme ça que finalement, elles seront le plus utiles pour vous sur le terrain. Et puis un peu partout, en fait, vous avez des QR codes partout. Donc, on vient de parler effectivement des documents téléchargeables. Mais vous avez, des liens vers des aides, vers des tutoriels, vous avez des vidéos qu'on a pris pendant les manips quand nous on les a fait et donc vous pouvez voir, certaines choses, on va dire de façon, plus vivante, dans les situations vraies. Il y a des activités complémentaires, par exemple, on a une activité yaourt sur lesquelles on va travailler beaucoup sur les hypothèses, et la démarche argumentative versus la démarche, d'investigation et on discute un petit peu de ça et donc derrière, on a une activité complémentaire en ligne où c'est fabrication d'un fromage frais, mais cette fois avec une démarche qui était plutôt argumentative pour le yaourt, plutôt d'investigation pour le fromage frais et ça permet en même temps de travailler sur la transformation d'une matière première, le lait, programme de 6e. Mais donc voilà, il y a des objets comme les plateaux de jeu ou les groupes emboîtés qui peuvent être utilisés pour les classifications qui sont disponibles. J'en profite parce que j'y ai repensé en évoquant l'activité yaourt. Je l'ai dit un petit peu en introduction, mais j'insiste dessus. Il y a à plein d'endroits, dans plein d'activités, au-delà de l'aspect vraiment notionnel, on met vraiment l'accent sur comment on va travailler sur des savoir-faire, sur des capacités avec les élèves. Donc il y a beaucoup de choses sur la démarche expérimentale, sur, la formulation d'hypothèses, les témoins, le fait de faire varier qu'un seul facteur, sur l'échantillonnage, sur, concevoir un protocole, enfin des choses qui sont essentielles après qui vont au lycée. Il y a de la pratique de classe avec les classes puzzle, par exemple, où on forme des experts qui ensuite se réorganisent et vont dans des groupes pour former leurs collègues. Donc, ça fait travailler un peu ce qu'on appelle la métacognition, c'est-à-dire qu'on pousse les élèves à s'expliquer entre eux les choses et donc on travaille vraiment sur la capacité des élèves à s'exprimer et à prendre du recul sur leur pratique. On va avoir tout un travail sur la précision de la mesure. Il y a une activité entière qui travaille sur la précision de la mesure. Donc, voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses, au-delà simplement du titre de l'activité se réfère toujours à une notion du programme, une notion scientifique du programme. Mais, on n'oublie pas loin de là, hein, partout on a des savoir-faire qui sont travaillés. Et d'ailleurs, c'est un bon point, je pense, que tu mets en avant, puisqu'on on balaye dans tout le livre, on l'a peut-être pas précisé,
tous les grandes thématiques du programme, mais ça reste à la fois du travail sur des savoir-faire et des notions qui sont suffisamment larges finalement pour survivre à différents programmes. On n'est pas, vu qu'on voilà, on sait pas encore trop à quelle sauce on va être mangé dans les années qui viennent pour la SVT. Je pense que c'est important de le dire que voilà, on n'a pas peur que ce livre soit obsolète dans un an s'il y a un changement de réforme. Ça reste des compétences et des notions classiquement travaillées en SVT, mais avec des approches assez innovantes. L'idée, c'est que c'est très patrimonial, c'est-à-dire qu'il n'y a pas Oui. de choses qui vont se focaliser sur un point de détail du programme. Tous les sujets sont des sujets de SVT qui sont depuis longtemps dans les programmes et qui vont s'y trouver encore probablement pendant longtemps. Oui. Peut-être un dernier point, c'est l'interdisciplinarité dont on a un peu parlé, mais on a dit effectivement qu'on avait travaillé avec un collègue de physique-chimie. On a fait référence à tous ces objets mathématiques qu'on va utiliser de plein de façons différentes dans les activités qui permettent de faire des maths aux élèves sans forcément qu'ils s'en rendent compte parce qu'on le fait à travers des objets de SVT. Sur le remonter le temps.fr par exemple, il y a plein de sujets d'histoire géo qui sont abordés, hein, l'extension des villes, la transformation des paysages, la disparition des haies, tout ça, ce sont des sujets d'histoire géo. Donc il y a des choses à faire avec les collègues d'histoire géo. On n'a pas donné énormément d'exemples de géologie, mais on a des sorties de géologie. Tu peux peut-être en parler, Isabelle? J'ai proposé une sortie sur le rivage aussi, sur un estran, mais avec le côté géologique, avec des reconstitutions paléontologiques à partir de ce qu'on trouve en pied de falaise. Caroline a aussi proposé une sortie Sur virtuelle. l'érosion? Ouais, Sur ouais. l'érosion, la formation d'une falaise et l'érosion d'une falaise. Ouais, Donc ça, c'est pareil, c'est adaptable à pas mal de contextes, oui. contextes différents. Oui, puis il y a une autre sortie en géologie sur l'utilisation des outils numériques pour lire des paysages Ouais. géologiques. Et donc là, elle Mm. donne plusieurs exemples de sites remarquables en géologie, mais après, l'ouverture de cette activité, c'est tous les autres sites, qu'on aille à la Roche de Soulutray, si on est dans le Mâconnais, ou plutôt enfin, à d'autres sites. Elle donne voilà, la méthodologie qui est transposable après avec les outils InfoGéol, InfoTerre, des choses comme ça, on peut explorer beaucoup de sites. Exactement. Y a-t-il Merci d'autres beaucoup. questions? Je ne vois pas d'autres questions ou remarques. Il nous reste quelques instants si vous avez encore des choses que vous avez envie de partager, des questions que vous avez envie de poser sur la présentation. Donc, on a beaucoup parlé des ressources aussi à télécharger. Je vais vous mettre le lien dans la conversation pour que vous puissiez voir comment faire pour télécharger ces ressources. Ouais, et dans les ressources, il y a aussi tous les protocoles pour faire certaines solutions, certains colorants, des recettes faciles pour les profs qui n'ont pas forcément l'habitude de les réaliser. Oui, Pas hésiter. et d'ailleurs, c'est peut-être on l'a pas mentionné, mais ce livre fait partie, c'est le deuxième il y a 2 ans. Donc là, Isabelle, tu étais autrice du 75 TP pour la SVT, c'était lycée. Et donc peut-être que c'est quand même intéressant de mentionner que qu'on est autant on était sur une activité, beaucoup d'activités pratiques pour le lycée, mais donc voilà, c'est un petit peu ce nouveau livre, c'est un petit peu le petit frère, ou en tout cas dans la lignée de cette collection d'activités pour le lycée, pour le collège, avec, comme vous l'avez dit, plein de passerelles possibles entre les deux. Ça se complète très bien, finalement. Ouais, super. Il y a une personne qui nous dit qu'elle l'a déjà commandé. On a hâte d'avoir vos retours. N'hésitez pas à nous raconter, soit par retour de mail quand je vais vous envoyer le replay ou plus On, tard, à nous on partager s- un on petit s- peu. On aime bien savoir du on coup serait qu'est-ce que ravi, ça donne de votre côté. Ouais. ouais, on serait ravi de savoir comment vous le mettez en œuvre en classe, comment vos élèves le reçoivent, comment vous le vivez. Ça nous ferait très plaisir. Ouais. 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 Donc pour télécharger les ressources que je vous disais tout à l'heure, vous rendez sur le site et en bas de la page, enfin une fois que vous êtes connecté, vous allez pouvoir accéder aux ressources qui sont téléchargeables. On sera très heureux de recueillir en tout cas tous vos retours et on vous remercie chaleureusement
Samuel et Isabelle, de votre présentation, de votre implication, d'avoir représenté l'ensemble des auteurs de cet ouvrage qui sera très très utile à tous vos collègues. Et puis merci beaucoup à vous toutes et à vous tous pour votre écoute, pour vos partages. On vous souhaite une très très bonne soirée et puis à bientôt pour de prochains webinaires.